Bonjour à tous, bienvenue sur New Deal Santé. Aujourd'hui, on fait un épisode sur des sujets plus humains, de management, de perception de la mission, la perception des travailleurs de santé dans le système. Maryse Artiaga, tu es coach spécialisé dans les travailleurs de santé, tu accompagnes de nombreuses équipes, tu travailles aussi sur des questions d'organisation, ça fait plus de 30 ans que tu accompagnes des acteurs dans toute la France, donc je suis ravi de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui. Bonjour Martin, moi je suis ravie d'être là et de pouvoir répondre à des questions et en tout cas de m'inscrire dans un échange que j'espère le plus productif possible. Ma première question pour toi, ce serait est-ce que tu ressens un changement récent de mindset global des travailleurs de santé, que ce soit les médecins, que ce soit les administratifs ou que ce soit les autres travailleurs de santé? C'est vrai que j'ai l'impression que parfois il y a une sorte de vérité qui tombe, qui est portée par le bon docteur ou le grand professeur, que j'admire par ailleurs pour la plupart d'entre eux, hein, et du coup, la parole est descendante, terminée. Alors, je me mets aussi à leur place quant au fait qu'ils ont parfois des patients en face qui ont lu Internet, qui ont tout regardé sur ChatGPT, etc. Bon, c'est aussi insupportable parce que ça donne un surcroît de travail pour démonter tout ça. Il n'empêche qu'il y aurait quand même des standards à mettre en place pour les vrais grands sujets. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi finalement le fruit d'une relation qui est, je fais que ça, mais non marchande, c'est-à-dire que finalement, je suis un patient, je vais voir un professionnel. Mine de rien, c'est quand même moi qui le paye de façon indirecte, Oui. mais ça, on a complètement oublié que finalement, Bien sûr. le médecin, il répond à une demande du patient, mais dans n'importe quel secteur économique, en fait, là, celui qui va proposer, il se mettrait au service de son patient et au service même de sa perception. Et ça, c'est totalement absent en santé parce qu'en fait, on a dévoyé la relation médecin-patient parce que le patient n'a aucun levier sur le médecin. Il doit dire merci, il est déjà content. Et comme en plus, il ne paye pas, il oublie qu'il paye et donc du coup, il est vraiment pas exigeant, quoi. Moi, je trouve que les patients sont très très peu exigeants par rapport à la fois l'expérience et le résultat du soin qu'ils vont avoir. Et je pense que c'est pas terrible pour le médecin non plus, parce qu'en fait, justement, il est dans un espèce de statut, il n'arrive pas à avancer comme les autres professions avancent. Oui, je suis assez d'accord. Mais quelle est la solution pour le coup, si ce n'est de rappeler au patient ce que coûte sa prise en charge pour qu'il ait une conscience de finalement quels sont ses droits, on va dire, ou ce pourquoi il a cotisé, et ça l'amènerait à avoir des échanges. Et c'est en ça que je trouve compliqué cette notion d'art qui revient là, hein, c'est-à-dire que c'est l'exercice aussi d'une toute-puissance, d'une absence totale de remise en question, et de remise en question par un patient qui est en situation de faiblesse. C'est pas accepté, et c'est globalement pas accepté par le corps médical. Mais tu vois, quand tu achètes n'importe quoi, tu vas dans un hôtel, quand tu vas dans un restaurant, tu as la possibilité de faire un retour sur ce que tu as eu de ton plat, ce que tu as eu de ta nuit d'hôtel, ce que tu as eu de ton voyage en avion. Pourquoi en santé, alors que les gens sont prélevés d'une somme très importante tous les mois sur leur salaire, le jour où ils ont besoin du système de santé, de soins, ils y vont, et s'ils ne sont pas satisfaits, ils n'ont aucun moyen de faire un retour. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours consterné en France, c'est-à-dire qu'on paye à un assureur, il a beau être public, ça reste un assureur, ce qu'on lui donne tous les mois, normalement, si on n'est pas content, on doit pouvoir revenir vers lui en disant « Attendez, moi, je paye 30% de mon salaire pour payer ma santé. Là, j'en ai eu besoin. Mon expérience, elle est catastrophique. Qu'est-ce que vous faites ?» Je veux dire, vous êtes quand même payés, les gars, pour vous assurer que quand j'ai besoin de soins, ce soit un soin où j'ai une bonne expérience et avec une bonne qualité. Et ça n'existe pas, en fait. Les patients n'ont même pas cette notion qu'ils ont le droit d'exiger de la qualité et que s'ils ne sont pas contents, certes, ils peuvent le dire au médecin, mais surtout le dire à la personne à qui ils ont donné leur argent pour qu'on leur donne un soin de bonne qualité. Oui, mais le discours va être de la part du patient, oui, mais j'ai peur parce que si je dois revenir voir le médecin la fois suivante, ou si ça va se savoir, et si ça se sait, je serai moins bien prise en charge ou moins bien traitée. Oui, mais enfin bon, c'est... Pourquoi ça n'existe pas dans les autres secteurs ?
c'est une évaluation. C'est de l'évaluation. Il faudrait évaluer la qualité. En tout cas, il faudrait évaluer la qualité d'une prise en charge. C'est parce que je pense qu'on a entretenu les patients dans l'idée qu'ils avaient déjà de la chance d'avoir accès à un médecin. On les a entretenus dans l'idée de pénurie, donc, qui est quelque part un petit peu... qui a été entretenue par une certaine frange de la profession. Je pense qu'elle en revient complètement aujourd'hui. Et surtout, les gens ne payent pas. Donc quand vous ne payez pas... C'est sûr. C'est gratuit. Et je pense que cette gratuité, qui est une volonté politique et idéologique, et qui est en plus favorisée par l'assurance maladie, en fait, elle arrange tout le monde. Parce que comme les gens ne payent pas, ils ne demandent pas grand-chose, et puis ils ne vont pas se plaindre quand ils ne sont pas contents. Donc, sentiment de pénurie, le fait de ne pas payer, on arrive dans cette situation, finalement, où la relation est totalement déséquilibrée, comme tu le disais. Mais on pourrait peut-être mettre en place un système qui consisterait... Moi, j'ai le souvenir du CHU de Limoges où j'avais fait une mission et aux admissions, ils affichent le prix de prise en charge hospitalière. Alors, en chirurgie, en médecine, par spécialité. Donc, on va aux admissions et ils ont affiché le prix. Voilà le montant de votre prise en charge. C'est peut-être anecdotique. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant quand même. C'était de se dire, mais au fond... Ça réveille un peu ça réveille les esprits, d'une certaine façon. Alors, j'ai un autre sujet voisin de celui-ci. Beaucoup de gens partent vivre à l'étranger puisque la France, ça ne va pas, c'est la catastrophe, etc. Mais reviennent se faire soigner en France. Donc, ils vivent à l'étranger parce que les soins sont globalement de qualité, parce que ça leur coûte beaucoup moins cher que alors je pense à ceux qui vivent aux États-Unis notamment. Ça leur coûte bien moins cher que s'ils avaient des assurances privées et s'ils se faisaient soigner aux États-Unis. Donc, ils reviennent en France se faire soigner. Donc, on est dans un système qui est un système qui est très, je dirais, qui déresponsabilise complètement, qui est très intéressant en termes de prise en charge et de qualité de prise en charge. Je crois qu'il est quand même unique dans son fonctionnement, à bout de souffle certainement, mais il déresponsabilise complètement. Voilà, et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire dans la mesure où tu as le sentiment de ne pas payer, alors tu ne demandes rien, mais tu es aussi complètement déresponsabilisé. Et qu'est-ce que tu penses en fait de la perspective dans les années à venir? Parce que c'est ce que montrent les données, les simulations, on va avoir besoin de plus en plus de soins, parce que la population vieillit, et puis en plus tu as des maladies qui avant n'avaient pas de solution. Puis l'innovation fait que tu as de plus en plus de solutions. Et donc, il faut des médecins pour prester ces nouvelles solutions. Et comme l'assurance maladie n'a plus d'argent et qu'elle ne peut plus rien demander aux gens, ce qui paye déjà numéro 1 en prélèvement obligatoire du monde, la solution qu'on a aujourd'hui, c'est soit de dire, ça sert à rien. Bon, il y a des choses qu'ils font dans d'autres pays, nous, on ne le fait pas parce qu'on estime que ça sert à rien. Ou alors, c'est de tirer les prix vers le bas. Prix de la consultation, qui évolue pas du tout de la même façon que les autres biens de consommation. Les médicaments, on sait que ça commence à devenir un petit peu compliqué. Les industriels, ils tirent la langue. Tous ceux qui ont envie de mettre des innovations sur le numérique en France, ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas dans un moment où le système de santé est mis en pause parce qu'en fait, on n'a plus les moyens de l'alimenter et qu'on ne veut pas sortir de ce système que tout le monde aime bien parce que c'est gratuit, que jusqu'aujourd'hui, il y avait un espèce de contrat tacite entre tout le monde qui faisait que ça fonctionnait pas si mal. Et en fait, le problème, c'est comme les gens sont quand même assez enfermés dans le cadre national, ils ne se rendent pas compte que le système de santé français, en fait, est en train de se mettre sur pause par rapport aux autres systèmes de santé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est perçu dans le monde hospitalier, perçu par les médecins, perçu par les patients, ou pas du tout? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, un exemple avec la revendication là, notamment des médecins grévistes, des médecins libéraux, le fait qu'ils soient contrôlés sur les arrêts de travail, c'est quand même l'arrêt de travail qui coûte aujourd'hui un maximum d'argent à l'assurance maladie. Je ne trouve pas insensé que de contrôler les arrêts de travail, puisque aujourd'hui, alors, différence à faire entre un salarié et un non-salarié. Ça aussi, je pense qu'on vit en France dans un monde de salariés. On a tout intérêt à être salarié globalement. Alors, dès qu'on a un petit truc de travers, alors je ne parle pas des arrêts de travail qui sont largement nécessaires, mais alors,
Il n'y a jamais eu autant de burn-out, il n'y a jamais eu autant de gens qui, à la moindre contrariété, s'arrêtent, y compris dans les établissements hospitaliers d'ailleurs. Et donc... Plus qu'ailleurs même. Plus qu'ailleurs, c'est payé. C'est payé, c'est payé par nous tous. C'est un énorme poste de dépense. Je ne trouve pas aberrant de contrôler les prescriptions d'arrêt maladie. Enfin, pour moi, ça ne touche pas à la liberté du médecin. Ça touche à sa responsabilité en tant que médecin de ce qu'il est bien de faire ou pas pour son patient. Parfois, un arrêt maladie met un patient en grande difficulté, même si, dans un premier temps, ça semble l'arranger. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois que l'assurance maladie, dans la manière de faire, a suffisamment de données aujourd'hui, parce qu'en termes de données, ils sont quand même les premiers, pour aller cibler les médecins qui sont un peu excessifs, ont la main un peu lourde sur les arrêts maladie. Donc, il y aurait peut-être une façon de regarder les choses autrement. Mais en tout cas, je ne trouve pas ça complètement délirant. Je suis d'accord avec toi, Maryse. Je ne pense pas que ce soit la raison principale qui fasse que les médecins soient en colère. Il y en a plusieurs. Je pense que les médecins libéraux, ils sont en colère parce que, en fait, on leur dit qu'ils sont des rentiers. Oui. Alors que ce n'est pas le cas, si tu veux. C'est vrai. Je pense que le médecin libéral est tout sauf un rentier. Non, mais ça, je suis d'accord. Il n'est pas salarié, il n'a aucun revenu qui est assuré. C'est quand même des gens qui travaillent énormément. Mm-hmm. Et comme c'est des gens qui travaillent énormément, ils ont des bons revenus. Et donc, du coup, on essaye de leur baisser. Mais si tu veux, c'est une espèce de... Moi, j'appelle ça une espèce d'esclavagisation. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, si du jour au lendemain, on te dit on baisse tes revenus de 15% parce qu'on estime qu'ils sont trop élevés, bah, tu te retrouves avec moins 15% de tes revenus d'un point de vue totalement arbitraire. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pas, pas sortir du système, c'est impossible. Donc, alors, si tu veux, je pense que c'est ça qui ne supporte plus. Alors ça, je suis d'accord pour le médecin généraliste. Je suis moins d'accord pour le dermatologue, par exemple, ou le gynécologue. Je suis un peu moins d'accord sur certaines spécialités. Aujourd'hui, quand on regarde la dermato, j'aimerais savoir, chez les dermatos, combien font de la médecine et combien font de l'esthétique. Aujourd'hui, avoir un dermato, c'est la croix et la bannière. Avoir un gynéco, même topo. Non pas parce qu'ils font de l'esthétique, pour le coup, mais parce que l'organisation du travail ayant évolué, eh bien finalement, on se dit, je vais travailler 2 ou 3 jours par semaine et je ne prends plus de nouveaux patients. Est-ce que c'est normal ? Bah, moi, je vais te répondre que oui. Parce qu'à partir du moment où ce sont des travailleurs indépendants à qui tu ne donnes rien, ces travailleurs indépendants à qui tu ne donnes rien, si tu veux. Ils sont organisés, tu ne vas pas aller contrôler le nombre de jours que travaille un agent d'assurance ou qu'un concessionnaire de voiture. C'est ça, si tu veux, le problème. Après que l'assurance maladie décide de rembourser une part moins importante de la consultation parce qu'elle n'en a pas les moyens et qu'elle estime que des médecins peuvent vivre avec cette part, avec une consultation à ce prix-là, bah, c'est-à-dire que les médecins qui vont se mettre à ce prix-là, ils auront plus de patients, ce qui n'empêche pas certains médecins de dépasser. Et je pense que c'est... Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on fait passer les médecins qui sont des travailleurs indépendants, des entrepreneurs, pour des salariés de l'assurance maladie. Or, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, je ne crois pas que qui que ce soit légitime pour venir fixer finalement le prix d'une consultation ou d'un acte. Finalement, c'est l'offre et la demande. L'assurance maladie, en tant que payeur, elle a le droit de dire « je rembourse ça ». C'est ça son rôle. Mais l'assurance maladie, ce n'est pas son job d'aller estimer le juste prix d'une consultation ou d'un acte ou de n'importe quoi. Mais tu as des médecins qui ont des prix de consultation qui sont très élevés, c'est pas gênant, pourquoi pas ? Chacun est libre on change de secteur et chacun est libre de... Parce que c'est réglementé et on s'assure qu'on va mettre en place des réglementations. C'est pour ça que les médecins libéraux ne sont pas contents, pour tout faire, pour ramener les médecins dans le rang et qui ne gagnent que ce qu'on estime qu'ils doivent gagner. D'où la baisse des actes, des radiologues, des dermatologues, des biologistes, tu vois. Alors, je suis partiellement d'accord avec toi. C'était pour ça que l'échange était intéressant, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord quand même. C'est que les médecins sont quand même payés par l'assurance maladie. Ils sont quand même payés par nous. Enfin, l'acte est remboursé par l'assurance maladie. C'est quand même comme ça que ça se passe. C'est pas... l'argent, ils ne vont pas le chercher ailleurs. Ils vont le chercher là. C'est l'assurance maladie qui paie.
moi, ce que je crois, c'est qu'il y a quand même des missions qui caractérisent ce choix professionnel. Il y a une mission. Ah, ça, c'est très intéressant. On en discute. Il y a une mission. Il y a une mission qui est cette mission du soin, de la prise en charge de pathologies et de patients. À partir du moment où on s'engage sur une mission, c'est comme tout dans la vie. À partir du moment où on s'engage, eh bien, on essaie de tenir son engagement le mieux possible. Dans les médecins libéraux aujourd'hui, avec les nouvelles réformes des études de médecine, bon, qui datent pas d'hier quand même, j'imagine un futur médecin qui a comme rêve d'être psychiatre ou hématologue ou que sais-je, et qui, à son concours, se retrouve placé et sera médecin généraliste. Ça arrive. Ça arrive, souvent. J'imagine le niveau de frustration, déjà, pour se remettre dans un système où il va falloir qu'il revisite sa mission, ou ce en quoi il croyait, ou ce pourquoi il a travaillé avec beaucoup d'ardeur jusque-là, pour essayer de se dire, mais au fond, ma mission a toujours de l'intérêt, c'est ultra compliqué. Donc, il y a peut-être aussi là des choses à regarder au niveau des études, très en amont finalement. Qu'est-ce qu'on leur donne comme chance de comprendre quelles sont leurs missions, ce que l'on attend d'eux, comment ça peut se passer, jusqu'où on peut aller dans cette façon de vivre son choix. C'est quand même... Alors, pour moi, tu touches le point en fait névralgique de toute cette incompréhension qu'il y a autour de la santé. Quand tu es un étudiant en médecine, tu ne rentres pas dans les ordres. Non. Tu ne signes pas en fait un pacte avec la belle et grande pensée, la belle et grande mission, en disant, en m'inscrivant dans ce cursus, je promets de vouer ma vie à soigner les autres. C'est pas ça. Non. En fait, quand tu fais des études de médecine, ce que tu fais, c'est que tu t'inscris dans une université. Faut voir le service que tu as à l'université. Donc, tu es dans des amphis où tu n'as même pas un prof devant toi, tu as un écran. Et tu vas pour avoir une compétence. Ensuite, qu'il y ait une partie des médecins qui aient envie de travailler dans des dispensaires et de vouer leur vie à soigner le plus de gens possible. Ils ont le droit. Et c'est très beau. Et on peut applaudir des deux mains. Mais qu'il y ait une partie qui dise, non, attendez, moi j'ai des compétences, je suis un professionnel, j'ai fait un certain nombre de diplômes supplémentaires pour être le meilleur de ma ville, donc je ne suis pas là pour remplir une mission, je suis là pour répondre à des problèmes qu'ont les gens, et pour ça, je veux être payé à ma juste valeur que j'estime celle-là. Après, si les gens disent, non, mais c'est beaucoup trop cher, tu rêves, il n'aura pas de patient, finalement. Si il va au-dessus de ce qui est remboursé par le ou les assureurs santé, parce que moi je rêve d'un monde où il y en a plusieurs, à ce moment-là, c'est un deal qui se fait. Mais cette personne-là, elle ne se sent pas de mission. Sa mission, c'est de trouver des gens qui vont avoir besoin des compétences qu'elle a. Et je pense que dans la tête du grand public, un médecin, c'est forcément le premier modèle. C'est-à-dire celui qui va être dans la vision sacerdotale et qui va se donner au métier. Mais tu ne peux pas demander à 100% de la profession de signer une lettre comme quoi il vouera sa vie et puis si jamais il n'y a plus d'argent, il le fera gratuitement. Or, c'est un peu ça qu'on est en train de vendre parce qu'on a un système qui est en faillite et en même temps, on dit de toute façon, on va régler les prix, on va régler les tarifs et les médecins qui sont là, ils travailleront et ils répondront à besoin quoi qu'il arrive. Alors, c'est pas exactement mon propos. Tu as évoqué la notion de formation. J'ai fait X formations pour être le meilleur possible, etc. J'aimerais bien que ce soit le cas partout. J'ai fait X formations pour être le meilleur possible. C'est pas souvent le cas. Ils font souvent des DU quand même, les médecins, des diplômes supplémentaires pour avoir des nouvelles compétences. Mais je pense que tu rêves, Martin, dans un monde idéal, Mais alors, j'ai le souvenir puisque j'ai quand même quelques amis médecins aussi, sur les formations qui ont lieu en général le samedi matin, ils sont payés pour assister à ces formations, ça compense un peu un manque à gagner, même si c'est pas extraordinaire, sur tout un bassin sur un bassin de population important, ils se retrouvent généralement, ils sont 4 et toujours les mêmes. Bon, on peut quand même se poser quelques questions sur les formations. Je referme la parenthèse. Un médecin qui a des compétences et qui a envie d'afficher un tarif,
il est en dépassement d'honoraires. Il est en dépassement d'honoraires. On a une assurance complémentaire. Et d'ailleurs, quand on souscrit une assurance complémentaire, la première des choses, il vous demande si on est à Paris, pas à Paris, et à hauteur de combien on veut rembourser le dépassement d'honoraires. Donc, on a le choix de financer soi-même une compétence que l'on va trouver chez tel ou tel médecin qui affichera un tarif supérieur à la moyenne, à condition d'avoir souscrit une assurance privée et complémentaire. Donc le modèle existe. Ça existe, ça. Non, mais je suis d'accord qu'il existe, mais il y a une volonté quand même du payeur de limiter ses dépassements d'honoraires, et c'est la direction qui est prise dans les différentes lois de finances qui existent. Ils affichent un tarif remboursé qui rembourse. C'est remboursé sur la base de tel tarif. Alors après bon, c'est assez technique, mais encore faut-il pouvoir faire ce dépassement d'honoraires. Ils sont de plus en plus contraints par les nouvelles réglementations qui sont mises en place. Donc si tu veux, on sent quand même une volonté de l'assurance maladie de tenter de limiter ces dépassements d'honoraires pour ramener les médecins libéraux dans le rang. Donc on les considère plus finalement comme des professionnels qui finalement ont un tarif libre, mais on les considère de plus en plus comme des gens qui doivent remplir une mission. Et je trouve que cette distinction, si tu veux, philosophique, elle a son importance parce qu'elle joue aussi sur la projection des médecins dans leur métier. Alors, est-ce qu'on pourrait associer mission et compétence ? Moi, je pense que chacun se fixe la mission qu'il a envie de se fixer. Il y a autant de missions qu'il y a de médecins. Mais je pense que les médecins n'ont pas l'obligation de s'aligner sur la mission que les hauts fonctionnaires ont décidé pour eux. Oui, alors, c'est vrai, partiellement, mais quand on a en face de soi un sujet qui est un sujet de santé, quelle est l'attitude ? C'est de dire, quelqu'un qui est en difficulté, non, il est 18h, moi, je considère qu'à partir de 18h, je ne travaille plus parce que c'est comme ça, j'ai ma vie, et j'ai quelqu'un qui est en difficulté, ben écoutez, vous allez vous débrouiller parce que finalement, ce n'est pas mon sujet. On n'est pas chez un maçon ou chez un boulanger ou chez un où on peut imaginer que ça peut attendre. Il y a quand même cette notion qui est très valorisée aussi, qui est la notion de santé. C'est un sujet qui est valorisé, qui est interprété et qui est vécu comme un sujet qui est très à part. Et ça rejoint d'ailleurs cette notion d'activité marchande ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de la santé, en fait ? Est-ce qu'on fait rentrer la santé dans un commerce standard, comme tous les commerces, et auquel cas on applique les standards d'un commerce classique, avec des obligations, des contraintes, parce que les contraintes, on les a partout, jusque y compris les licenciements, tout ce qu'on veut, et on applique ça de manière stricte, de façon identique, ou alors on considère que c'est un modèle à part, et dans sa spécificité, il faut arriver à trouver des aménagements qui correspondent le mieux aux besoins des médecins, mais aux besoins d'une population aussi. On ne peut pas avoir une population, et Paris est un vrai désert médical, qui se demande tous les jours comment il va être fait, notamment les personnes âgées, puisqu'on en parlait, qui se demandent comment elles vont être prises en charge et quels médecins elles vont aller voir parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc, je pense que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, il y a de nouvelles organisations chez les médecins libéraux, les CPTS, les MSP. Enfin, il y a des organisations qui naissent où, finalement, ça répond à un besoin. Et ils se structurent pas mal là-dessus. Moi, je les trouve plutôt très bons. Et ils arrivent à avancer pour pouvoir offrir à la population un service intéressant. Donc... Non mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est l'avenir, c'est-à-dire la proposition totalement adaptée d'ailleurs à la zone et à la patientèle, on pourrait même dire à la clientèle, comme ça se voit partout, et donc tu offres quelque chose, une proposition de valeur, et puis après elle trouve pas preneur, elle est efficace ou elle n'est pas efficace, et ensuite... Le problème que tu as aujourd'hui avec le système français, c'est que vu que tout est payé par un seul payeur et que tout doit être homologué, si tu veux, au niveau national, c'est qu'en fait, tu n'as aucune souplesse. C'est-à-dire que tu n'as pas cette rencontre, en fait, entre une demande locale et une offre locale. Elle n'existe pas, puisque le seul levier que tu peux avoir, c'est le levier marchand, parce que le principe du marchand, c'est de te mettre d'accord entre quelqu'un qui a un besoin
et quelqu'un qui a une demande, si tu veux. Et c'est là que se fait en fait l'arrangement, la souplesse, toute l'agilité du système. Et le problème de la santé, c'est qu'il n'y a pas cette agilité parce qu'on a refusé qu'il y ait le moindre mécanisme marchand dans la santé. Quand tu as un déficit, par exemple, je veux dire, tu prends un plombier, si tu as une fuite d'eau chez toi et que tu as un robinet qui se met à fuir, tu n'as pas le temps d'attendre le lendemain matin que ta maison soit inondée. Et donc, tu vas avoir besoin d'un plombier. Et pourtant, il n'y a pas une assurance nationale des plombiers avec des gens qui vont décider qu'il faut faire comme ci, comme ça pour les plombiers. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de spécificités de la santé, finalement, sont partagées par d'autres secteurs qui sont des secteurs marchands et pour lesquels ça se passe relativement bien. Et donc, moi, l'impression que j'ai, c'est que les jeunes médecins, ils ont envie de faire des propositions originales, mais ils ne peuvent pas en raison de l'organisation, justement, et de la sclérose qu'il y a du fait que tout est administré, tout est décidé par en haut, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait quelque chose qui soit différent à un endroit A par rapport à un endroit B. Oui, alors l'endroit A par rapport à l'endroit B, est-ce que c'est la configuration territoriale Est-ce que ce sont des configurations territoriales ou... Pas que. Pas que. Bah, tu peux avoir des configurations, tu peux avoir des choses culturelles, tu peux avoir des choses de classe d'âge, tu peux avoir même des conditions de revenus. Moi, je pense que la santé, il faut assumer aujourd'hui, en face de la population, de dire que, bah oui, il y a toute une gamme. Il y a toute une gamme. La gestion d'un diabète, si tu as énormément d'argent, bah, ce n'est pas forcément la même gestion d'un diabète si tu n'en as pas. Aujourd'hui, les solutions qui sont utilisées dans certains pays pour gérer le diabète, elles sont bien supérieures à ce qu'on va proposer en France. Bah, pourquoi ? Parce qu'il y a des gammes. Et comme en France, on refuse qu'il y ait une gamme, bah, en fait, si tu as une régression vers la moyenne, et ça va de plus en plus vers la gamme basse d'autres pays, parce qu'en fait, on n'a pas cette capacité de proposer des choses différentes aux gens en fonction de toutes leurs caractéristiques. Alors, est-ce qu'il faudrait renoncer au système tel qu'il est pour le réaménager complètement différemment ? Si la réponse est oui, c'est infaisable. Aujourd'hui, en l'état, quand on voit comment on pourrait faire bouger, mais un tant soit peu des avantages acquis, entre guillemets, qui reposent sur des choses passées qui n'ont absolument plus lieu d'être, tout le monde est dans la rue. Donc, moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est de me dire, mais au fond, si on avait un groupe de médecins aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander dans l'idéal ? Comment ils verraient les choses idéalement ? Sur quoi ils sont prêts à céder et sur quoi ils sont prêts à s'engager ? Puisque de toute façon, dans un secteur marchand, il faut aussi s'engager sur un certain nombre de choses. Donc, à quoi on renonce et à quoi on s'engage ? Et j'ai un sentiment qui n'est pas très optimiste, et on le trouve à peu près partout, malheureusement, c'est que pour avoir des revendications, c'est pas très compliqué. Pour être force de proposition, c'est déjà complètement autre chose. C'est-à-dire qu'on rentre dans une démarche volontaire où on s'est creusé la tête et où on a envie de faire bouger les lignes. Et je trouve que cette deuxième étape est en général un peu compliquée. Alors, c'est intéressant. C'est une question que je te repose, du coup, pour mettre les points sur les i, parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue avec plusieurs confrères. Ouais. C'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les médecins sont dans une posture, dans un élan où ils veulent vraiment être force de proposition, où ils ont vraiment envie de proposer quelque chose qui est différent par rapport à ce qui existe, où ils veulent rester dans ce qui existe, mais de façon revalorisée, ce qui est impossible, ça je préfère le dire tout de suite, puisque de toute façon, il n'y a plus d'argent. Ben oui. Donc, est-ce qu'ils sont prêts finalement à changer complètement de modèle pour pouvoir être plus libres ? En fait, est-ce qu'ils ont le courage de leur liberté aujourd'hui ? Voilà. Alors, c'est le vrai mot, c'est la notion de courage. Et le courage implique de perdre des choses. Des acquis, ça c'est sûr. Des acquis, implique de l'incertitude, d'accepter un temps de latence qui est indéfini aujourd'hui, sur lequel on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas encore ce qu'on trouve, comme une bonne psychanalyse. Et du coup, ce temps-là, il va être géré comment ? Mais personne ne va prendre le risque. Personne ne va prendre le risque. La seule chose qui serait possible, c'est que, encore une fois, parce que tout le monde est biberonné à ce système-là, c'est qu'il y a un groupe d'acteurs composé de plusieurs professionnels qui soient en capacité, compte tenu de la manière dont ça se passe en France, d'aller s'inspirer de modèles, de voir ce qui est utilisable en France et d'être entendu
par le gouvernement, enfin par les payeurs et par le ministère. J'ai une remarque là-dessus. Si tu disais, oui, les médecins ne sont pas prêts à proposer autre chose, qu'en est-il des médecins qui s'étaient complètement retirés de la convention avec la sécurité sociale, ce qu'on appelait les fameux secteurs 3. Je rappelle pour la discussion, il y avait pas beaucoup, quelques milliers de médecins qui avaient décidé qu'eux, ils sortaient complètement du jeu. Ouais. C'est-à-dire, moi, je vais complètement dans le secteur marchand. Mes patients ne seront pas remboursés par l'assurance maladie et je l'assume complètement. Et donc, l'assurance maladie n'a plus rien à me dire. Parce que de toute façon, elle n'intervient même plus dans ce que je fais. Donc, j'ai mon diplôme, j'ai le droit d'exercer, je suis inscrit au tableau de l'ordre. Et bien, tu vois ce qui s'est passé. Voilà. Donc, tu vois, moi, je veux bien qu'on dise qu'on leur laisse la liberté, mais qu'ils n'ont pas envie de la prendre. Mais on ne leur laisse pas la liberté. Mais non, mais ce que c'est la preuve que non. Oui. Alors, tu as par exemple les psychologues ne sont pas remboursés non plus. Et beaucoup n'ont pas envie de rentrer dans le système remboursé parce qu'ils voient ce que ça implique. Mais les gens vont quand même aller voir des psychologues. On est d'accord. Voilà, sauf qu'aller voir un psychologue pour 70 € de l'heure et aller voir un médecin secteur 3 pour 250 € des 20 minutes, c'est vrai que le ratio n'est pas tout à fait... On paie une expertise, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais si on veut correspondre à la bourse, enfin aux moyens financiers, moyens hauts, ça sera plus facile de donner 70 € que de donner 200, si on veut être dans la fourchette moyenne haute. Bon. Mais au fond... Est-ce que l'idée, ça ne serait pas de se dire, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, compte tenu de l'environnement global, du fait que l'assurance maladie est à bout de souffle, avec un système qu'on ne pourra pas changer là tout de suite, puisqu'il y a des expériences qui n'ont pas fonctionné, jusqu'où on est prêt à aller les uns et les autres, c'est-à-dire jusqu'où l'assurance maladie est prête à céder, et qu'est-ce que les acteurs sont prêts à proposer, raisonnablement, entre guillemets, dans un premier temps, de l'évaluer et de voir comment ça peut évoluer dans un second temps. C'est un rêve, ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai une solution qui est assez simple, si tu veux. C'est l'assurance maladie, elle a une somme d'argent. D'accord ? Elle dit, moi, de toute façon, ce que je peux payer avec ça, c'est ce montant-là pour une consultation chez le généraliste, ce montant-là pour une consultation chez le généraliste, c'est ça pour un séjour hospitalier, c'est ça pour un examen de biologie. Je ne peux pas payer plus. Non, j'ai plus d'argent. C'est le cas. Ils sont obligés d'emprunter. C'est délirant ce qui a été voté. Ça ne pourra pas être voté beaucoup de fois. Après, le système va créer des... Je suis désolé de dire ça, mais des Leclerc de la santé donc, qui fonctionneront avec les tarifs de l'assurance maladie. Et puis, il y aura autre chose. Et puis, les gens qui ne voudront pas aller chez Leclerc, ils iront chez quelque chose d'un peu mieux. Et puis, il y aura toute une gamme qui existe, mais ils devront payer de leur poche. Tu t'assures de quoi ? Déjà, tu te dis, il y aura toujours des Leclerc pour qu'il y ait le minimum, et tout le monde aura le droit d'aller chez Leclerc. Voilà. Et puis, il y aura des gens qui auront le droit de proposer autre chose. Et les médecins, ou alors les groupes de médecins, ou alors les médecins associés à des financiers qui vont les aider à monter des trucs, peuvent monter ce qui est mieux. Et comme ça, finalement, tu as aussi une offre un peu nouvelle qui se fait. Au bout d'un moment, les Leclerc peuvent adopter certaines choses que des systèmes un peu plus évolués ont développé, et tu es sur un système qui est proche, en fait, du système marchand. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'il y a une assurance maladie qu'on ne peut pas fonctionner sur un mode différent. La santé n'est pas condamnée à être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle peut être différente. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a même pas, pour moi, à faire de groupe de travail. C'est simple, en fait. Oui, mais ce que tu dis là, il faut que ce soit, bien sûr... Mais regarde, l'ophtalmo et le dentaire, c'est pris en charge par les mutuelles. L'assurance maladie rembourse quasiment rien. Oui. Si tu veux avoir des dents en bon état, tu les paies, tes dents. Et tu les paies cher. Oui. Bon, ça va, grâce à Dieu, j'ai des dents magnifiques. Mais indépendamment de ça, tu les paies, tes dents. Mais encore une fois, tu vois, ça, je pense qu'il faudrait que l'assurance maladie, il y ait un minimum sur les dents, il y ait un minimum sur l'ophtalmo, qui te permet, mais je crois que c'est ce qui a été fait récemment, qui te permet d'avoir le minimum. Après, libre aux gens d'avoir autre chose. Libre aux gens de choisir mieux, d'avoir des audioprothèses qui sont plus technologiques. Si mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Tu peux avoir une prothèse dentaire qui est remboursée par l'assurance maladie avec une façade blanche et puis l'arrière en or ou que sais-je, ou tu peux avoir une prothèse en céramique ultra sophistiquée qui va te coûter 3 000 €. Tu l'as, ça, aujourd'hui. Tu peux largement l'avoir.
Et tu paies tes 4 000 euros, parce que même ta mutuelle, elle va te rembourser 300 euros sur les 4 000. C'est normal, la mutuelle ne va pas te rembourser. Voilà, oui, mais sauf que tu cotises, et puis tu as un niveau de cotisation en fonction de tes besoins aussi, pour ta complémentaire. Mais ça existe déjà. Pour l'ophtalmo, c'est exactement pareil. Mais alors pourquoi ça ne peut pas exister sur le reste de la santé ? Mais ça pourrait exister partout, puisque ça existe déjà largement sur ces deux secteurs, sachant que l'ophtalmo et le dentaire sont deux vrais sujets, y compris pour les populations défavorisées. Surtout. C'est pour ça qu'il y a eu la réforme qui est passée pour essayer d'avoir un minimum sur voilà. ces Bon, mais ça veut dire que c'est possible partout. On peut dire qu'on va aller voir un médecin avec un tarif de base de remboursement qui va être 60 € la consultation. S'il a envie d'afficher un tarif à 250 €, charge à chacun de payer le reste à charge. Moi, j'ai l'impression que c'est le système le plus simple, mais si tu veux, pour simplement être en adéquation entre la limite de l'assurance maladie et puis le fait que tu ne peux pas empêcher un milieu économique de se développer, de faire des propositions et d'être éventuellement solvable. Mais il existe déjà, et regarde les consultations privées à l'hôpital. Tu as bien une consultation privée à l'hôpital, si tu veux. Et d'ailleurs, maintenant, on te le dit. Vous voulez passer dans 6 mois, vous êtes en consultation publique. Vous voulez un rendez-vous dans 1 mois et demi, vous êtes en consultation privée. Ça choque personne. Mais la consultation privée, tu la paies. Alors certes, tu reverses, le médecin reverse une partie à l'hôpital quand même, mais tu la paies, ta consultation privée. Elle est remboursée ou pas par ton complémentaire. Non, mais c'était les premières pistes qui font que ça évolue. Voilà, donc dans si tu veux, je pense que c'est pas tant un sujet... c'est un sujet, oui, parce qu'il faut qu'il soit accepté et que tout le monde soit d'accord là-dessus, mais c'est pas... Moi, ça me semble pas être un truc complètement délirant. Alors, comment t'expliques, si ce mécanisme existe déjà, qu'on vote des lois où on a 25 milliards de déficit ? Mais dans les 25 milliards, il faudrait regarder ce qu'il y a dedans parce que je pense qu'en réalité, on n'a pas accepté l'idée que ce glissement de variable d'ajustement allait se faire. On préfère tirer les tarifs vers le bas et obliger les médecins à se fier à ces tarifs-là. Parce que je pense que c'est ça l'idée qui est derrière la façon dont on veut gérer le système de santé. Alors après, ils négocient avec les organisations syndicales. Il faut savoir aussi qui porte les négociations dans les organisations syndicales, puisque l'assurance maladie est supposée quand même négocier avec les syndicats, ce qui n'a pas forcément été le cas dernièrement. Quelles sont les revendications syndicales ? Alors, je ne remets pas en question un syndicat, ça a tout son intérêt, tout son sens, mais quelle est la partie raisonnable et entendable pour un payeur dans l'état actuel des choses ? Et quelle est la demande qui n'est pas recevable, en fait ? Et la demande non recevable qui vient en priorité, elle bloque tout le système. Non, mais dans la négociation, je me dis... J'entends très bien ce que tu dis. Moi, je pense que ces négociations, si tu veux, l'assureur maladie a le droit de dire quel est son tarif. Et puis après, il faut que, si tu veux, il y ait l'élasticité. Il faut qu'il y ait une négociation, une espèce de plasticité et que tout le monde puisse s'y retrouver en garantissant une base pour tous. Et est-ce que tu as l'impression que le fait que la profession, notamment médicale, et que le monde de la santé se soit féminisé, a changé un petit peu la façon dont celui-ci existe, s'organise ? Alors, féminiser, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact. Je crois que ce qui a un impact, c'est les jeunes générations qui regardent le travail autrement et ce lien entre vie personnelle et vie professionnelle. Et les hommes ressemblent aux femmes aujourd'hui. Enfin, ressemblent aux femmes, si je puis me permettre. C'est-à-dire que moi, j'ai affaire à des médecins hospitaliers qui me disent « Attendez, ne me collez pas une réunion à 5 heures, je vais chercher mes enfants à la sortie de l'école. » Donc, c'est sans distinction de sexe, je dirais. C'est des obligations qui sont des obligations personnelles et familiales versus des obligations ou des contraintes professionnelles. Mais moi, je pense que tout est possible. C'est ce dialogue auquel moi, je suis très attachée, qui est le dialogue intergénérationnel. C'est un sujet que j'aime beaucoup, parce que je crois qu'on a à apprendre chacun de l'autre. Et qu'on ne peut pas dire c'était mieux avant et c'est moins bien maintenant, c'est parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Comment on s'arrange et comment on arrive à travailler dans de bonnes conditions avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et chacun doit faire un effort là-dessus.
un effort d'organisation, parce que je pense que ça, l'organisation pêche toujours, quel que soit l'endroit où on se trouve. Il y a un effort d'organisation et un effort de peut-être de capacité à collaborer de manière plus transversale. Voilà, ce sont peut-être 2 sujets sur lesquels il faudrait porter une attention toute particulière, parce qu'il y a l'hôpital, mais il n'y a pas que l'hôpital, il y a hors les murs, et il se passe des choses avec des collaborations qui ne sont pas encore suffisamment bien posées et suffisamment bien lisibles. Donc, il y a des choses à faire. Et à partir de là, moi, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir envie d'aller chercher ses gosses à 5 heures de l'après-midi. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui me choque du tout. Oui, et puis comme ça s'est organisé dans les autres secteurs, encore une fois, je vois pourquoi ça ne pourrait pas nécessairement s'organiser différemment. Moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Et je crois qu'il faut se dire, qu'est-ce que les anciennes générations ont apporté ? Qu'est-ce qu'il y a eu de bon ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que les jeunes apportent aujourd'hui ? Et comment on s'organise ? Comment on organise tout ça ? Mais tu as l'impression que c'est générationnel ou tu as l'impression que même les gens un peu plus âgés aujourd'hui, finalement, suivent la tendance globale et finalement, c'est toutes les tranches d'âge et pas forcément que les plus jeunes qui vont dans cette direction-là ? Moi, je pense que c'est quand même générationnel pour cette partie-là, hein, parce que les plus anciens, en général, ils vont moins chercher les enfants à l'école, mais je pense que c'est cette notion de rapport travail, vie personnelle, me semble plus aiguë aujourd'hui dans les nouvelles générations, plus évident. Ça l'était moins par le passé. Alors après, on peut s'interroger sur plein de sujets. Hein. Pourquoi les gens travaillent 70 heures par semaine ? Qu'est-ce qu'ils fuient ? Pourquoi ils ne sont pas bien chez eux et qu'ils préfèrent être à l'hôpital ? Il y a plein de questions, il y a plein de réponses aussi. Donc, c'était pas forcément non plus la bonne solution. Est-ce que tu as l'impression globalement que les médecins et les autres soignants ont des vies personnelles qui sont plus difficiles que les autres métiers ? Est-ce que tu penses que c'est globalement quelque chose qui va te rendre la vie personnelle difficile ? Je pense pas. D'accord. Je pense pas. Alors, il peut y avoir des charges émotionnelles qui sont compliquées selon un certain nombre de spécialités. Ça rend les choses un peu plus compliquées quand on rentre chez soi et quand on a eu à gérer des cas d'hémato un peu compliqués. Je pense que ça doit impacter, mais ça modifie. Enfin, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas significatif. Alors après, oui, d'avoir des gardes quand on est interne, jeune interne, de cumuler les gardes, etc. Oui, ça impacte la vie personnelle, c'est évident. Mais toi, quand tu coaches un peu des médecins qui sont en difficulté dans des établissements de santé, c'est quoi les... Difficultés managériales, essentiellement. D'accord. C'est-à-dire que les médecins hospitaliers ne sont pas formés au management. Et ça ne s'improvise pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcé. Ça peut être naturel dans certains cas. Concrètement, en dehors du mot management, concrètement, j'ai à gérer une équipe. Moi, ma tendance, comme j'ai l'expérience, je vais décider tout seul. Je vais prendre des décisions, je vais arbitrer tout seul. Et puis mes 5 ou 6 chefs de service qui sont dans le pôle, finalement, je vais leur dire ce qu'ils ont à faire. Et puis voilà. Et puis ça va être la parole descendante. Sauf qu'à un moment donné, ça va pas être possible. Oui, mais ils sont très jeunes. Moi, j'ai l'expérience. Eux sont très jeunes. D'où le dialogue intergénérationnel. Ils sont très jeunes. Ils n'ont qu'à exécuter ce que moi, j'ai fait et l'expérience que j'ai. Expérience, bien sûr. Sauf que on ne peut pas imposer son expérience à quelqu'un d'autre qui a une autre expérience, même en dépit de son jeune âge, et qu'il faut arriver à collaborer, à travailler ensemble, à écouter les besoins de l'autre. Et pourquoi ils sont si déficients en management et ils ont autant de mal à essayer d'impliquer les autres Parce qu'en général, on leur propose... Alors, ils sont chefs de service, c'est une fonction. Quand on est chef de service, c'est pas... ils sont bombardés chefs de service. Il n'y a personne pour être chef de service. Le seul candidat potentiel, c'est quelqu'un qui est complètement autiste. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais... On peut dire ce mot, oui, pas. Non, enfin, alors oui, autiste, c'est pas... Oui, qui n'est pas capable d'entendre et d'écouter ou d'échanger. Il faut bien composer avec. Donc, ça crée ça crée des situations qui sont très compliquées. Et puis, dans le secteur public... Et il n'y a personne dans l'organisation qui peut dire « Non, toi, tu ne peux pas être chef de service parce que tu n'as pas les capacités sociales pour être chef de service. » C'est organisé. Il y a la CME... Il y a les chefs de pôle, c'est organisé entre médecins. Personne n'intervient sur ces décisions. Donc, on va prendre en gros le médecin qui a le plus de publications ou qui a le plus d'aura Pas nécessairement. On va prendre un médecin qui... alors, le plus de publications, le plus d'aura, ça va être éventuellement dans un CHU.
En général, c'est plutôt avec l'expérience. Ils sont nommés plutôt à l'expérience. À l'ancienneté, quoi. À l'ancienneté. Oui, pour pas dire expérience, à l'ancienneté. Ça revient à la question que tu me posais, c'est-à-dire dans certains cas, comment ils en ont un peu assez du soin, ou ils ont fait le tour et ils se mettent sur autre chose. Donc ça rejoint cette question. Sont-ils tous préparés à ça? Pas nécessairement. Donc on se retrouve dans des situations compliquées de gestion humaine. Et c'est jamais très grave, ce ne sont que des malentendus. Et au bout d'un moment, quand tu leur expliques un petit peu, dire en fait ça se passe différemment ailleurs, tu peux pas exactement faire comme ça, ils arrivent rapidement à se recentrer ou... Alors, moi je leur dis pas ce qu'il faut faire, j'essaie de leur faire prendre conscience qu'ils sont pas sur la bonne voie et qu'eux-mêmes sont en difficulté. Parce que quand on ne gère pas bien une équipe, on est le premier en difficulté. Donc, c'est d'arriver à prendre conscience qu'on se met soi-même en difficulté. Oui, parce que souvent, toi, tu arrives, la personne exprime un certain Voilà, on se met problème, soi-même en difficulté. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour que les choses changent? Pour son propre bien-être, mais aussi pour la qualité de vie dans un service ou dans un pôle. Donc, ça fonctionne comme ça. Mais c'est très souvent des questions de gestion humaine, en fait. Je suis peu sur des questions... Alors, on va retrouver la notion de garde, on va trouver la notion de nomination, on va trouver la notion de temps de travail, on va retrouver tous ces éléments-là, évidemment, mais la porte d'entrée, c'est une difficulté RH, c'est-à-dire de gestion humaine. Bon, Maryse, on n'a pas eu le temps de tout aborder. Merci beaucoup. On a des pistes, en fait. Le but, c'est de tâtonner un peu pour se rendre compte dans quelle direction il faut aller. Moi, ce que je retiens, en fait, de nos échanges, c'est que le monde de la santé reste un peu trop à part des autres secteurs. Il faut le normaliser, en quelque sorte. Que les médecins, finalement, sont quand même relativement bien installés dans le système tel qu'il existe. Et il n'y a pas forcément encore suffisamment d'élan pour aller vers quelque chose de très différent. Et puis, cette notion aussi finalement, de je ne sais plus quoi dire. Au revoir Maryse, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, je peux dire un mot? Bien sûr. Voilà. Moi, j'étais ravie, Martin, de cet échange. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout. Et je crois que le plus important, c'est, outre ces constats, c'est de se mettre en marche pour le changement. Et c'est probablement l'étape qui est la plus compliquée et qui nécessite une attention toute particulière. Mettons-nous en marche pour que ça évolue. Super, merci J'espère beaucoup. ne pas avoir dit trop de sottises.